Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le ministère chinois de la Défense a déclaré qu'un bombardier américain B-52 avait survolé les îles chinoises de Nansha le 10 décembre dernier. Le secrétariat chargé de la communication du ministère a déclaré que l'armée chinoise avait étroitement surveillé les activités du bombardier et lui avait adressé de nombreux signaux d'alerte. Le ministère rappelle que l'armée américaine a récemment envoyé des navires et des avions dans la zone, créant ainsi des tensions. Il a par ailleurs rappelé que ce type de comportement menaçait la sécurité du personnel et des installations chinoises sur les îles. Le ministère de la Défense a réaffirmé qu'il s'agissait d'une provocation militaire sérieuse qui compliquerait la situation en mer de Chine méridionale. Le ministère de la Défense a appelé l'armée américaine à cesser immédiatement ce type d'activité et a indiqué que la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté nationale et pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a assisté à la réunion ministérielle du groupe de soutien international de la Syrie. Il a profité de l'occasion pour saluer la résolution de paix adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs souligné que le processus politique avait connu de nombreux rebondissements, mais la communauté internationale devait à présent apprendre de l'expérience passée et mettre sur pied un accord politique. La résolution entérine le consensus de la communauté internationale et démontre encore une fois le rôle important du Conseil de sécurité. Cela reflète également la principale aspiration du peuple syrien et donne un nouvel élan à un accord politique pour résoudre le conflit syrien. Nous devons poursuivre dans cette voie et traduire le consensus dans les faits et les aspirations en réalité. Wang Yi a appelé tous les pays impliqués à mettre de côté leurs intérêts géopolitiques et penser à la paix et à la stabilité globale de la région. Il a par ailleurs déclaré que toutes les parties devaient travailler ensemble dans la lutte contre le terrorisme et mettre fin à la crise humanitaire en Syrie. Wang Yi a rencontré le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution avalisant le plan d'action international pour une transition politique en Syrie. L'objectif est de mettre fin à près de 5 ans de conflit dans le pays. La résolution n'aborde pas l'une des questions les plus épineuses de la résolution de la crise syrienne, à savoir le sort du président syrien actuel, Bachar al-Assad. L'espoir renaît quant à l'issue du conflit syrien. Peu après la rencontre de ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution pour fixer les conditions d'une transition politique en Syrie. Le programme établi prévoit des négociations de paix officielles entre le gouvernement syrien et l'opposition, ainsi qu'un cessez-le-feu qui devrait intervenir début janvier. Les envoyés diplomatiques se félicitent de l'issue de cette rencontre. Il est important qu'aujourd'hui, au sein du Conseil de sécurité, il ait été rappelé une fois de plus la nécessité du respect de la souveraineté syrienne. La résolution adoptée confère au Conseil de sécurité un rôle de surveillance des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'accord de Vienne qui prévoyait une action internationale. Aujourd'hui, nous avons franchi un grand pas. Pour la première fois depuis que le conflit a débuté, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution afin d'approuver un plan qui pourrait nous permettre d'y mettre fin. Un plan qui rend possible une résolution pacifique de ce conflit grâce à un processus politique. Cette résolution admet que le processus de paix engagé ne mettra pas complètement fin aux violences, puisqu'il est peu probable que les groupes terroristes qui opèrent sur le territoire syrien, tels que le groupe État islamique et le Front al-Nusra affilié à Al-Qaïda, acceptent de se plier au cessez-le-feu. Le Conseil réunissant les représentants de 15 nations a insisté sur le fait que le peuple syrien décidera seul du futur de la Syrie. Ainsi, cette résolution n'aborde pas ce qu'il adviendra du président Bachar al-Assad. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en appelle à plus d'efforts afin d'accélérer le processus. Il a rappelé que le peuple syrien avait d'ores et déjà tant souffert que toutes les parties impliquées devraient mettre de côté leurs différends et tenter de ramener la paix dans le pays au plus vite. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim al-Jafari, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter une résolution demandant à la Turquie de retirer ses troupes immédiatement.
Le différend sur la présence des troupes turques avait débuté au début du mois de décembre, suite à l'envoi de troupes de renforts supplémentaires dans un camp du nord de l'Irak. La Turquie avait déclaré que cet envoi était nécessaire à la protection de son programme d'entraînement contre une attaque de l'État islamique. La Turquie fait stationner une partie de ses troupes en Irak depuis l'année dernière, mais récemment, elle a envoyé des nouvelles troupes de renfort. Près de 150 soldats ont été déployés dans la région de Bashika au début du mois de décembre, avec pour but d'entraîner les milices irakiennes à combattre les militants de l'État islamique. La Turquie a procédé cette semaine au retrait d'une partie de ses troupes pour les déplacer vers une autre base située à l'intérieur de la région du Kurdistan irakien. Mais selon Bagdad, la Turquie doit complètement retirer ses troupes d'Irak. Le 3 décembre dernier, nous étions surpris d'apprendre que les troupes turques se sont positionnées à 110 km à l'intérieur du territoire irakien. Et ce, sans le consentement ou sans même avoir notifié le gouvernement irakien d'une telle opération. Il s'agit d'un fait sans précédent représentant une violation de la souveraineté irakienne. L'Irak a immédiatement étudié cette situation d'urgence et le Conseil de sécurité nationale irakien a expressément demandé aux forces aériennes turques de déclarer le retrait des troupes sous 48 heures. Le représentant permanent de la Turquie à l'ONU a déclaré que son pays respectait la souveraineté territoriale de l'Irak, malgré le différend de la présence militaire turque dans le pays. Nous sommes conscients des tensions, mais aussi dans chacune des déclarations que nous faisons, nous rappelons que nous respectons l'intégrité et la souveraineté territoriale de l'Irak. Nous devons trouver ensemble une solution. Devons-nous combattre Daesh, oui ou non? Les forces irakiennes ont-elles besoin d'un programme d'entraînement spécifique, oui ou non? Il ne s'agit donc pas seulement de la Turquie, cela concerne également beaucoup d'autres pays qui sont impliqués dans cet effort. L'ambassadeur de la Turquie à l'ONU rappelle qu'un grand nombre de soldats irakiens suivent déjà le programme d'entraînement dans la zone en question. Il a par ailleurs indiqué que la Turquie avait envoyé des troupes de renfort uniquement pour protéger ses instructeurs sur place et non pour le combat. Cette vague de tension avec l'Irak survient alors qu'en toile de fond, la Turquie tente de contrer les rebelles kurdes qui ont repris depuis juillet dernier le combat contre les troupes turques. L'ambassadeur de la Turquie aux Nations Unies a indiqué au Conseil de sécurité que son pays tentera de résoudre ce différend à travers la voie des négociations bilatérales. L'armée américaine a annoncé qu'une frappe aérienne de la coalition qu'elle dirige pour lutter contre le groupe État islamique en Irak aurait fait une dizaine de morts parmi les soldats irakiens. L'armée irakienne affirme quant à elle que l'incident aurait tué au moins 30 de ses soldats et en aurait blessé 20 autres. L'erreur de frappe a été commise vendredi alors que les troupes irakiennes combattaient au sol des militants extrémistes aux abords de Fallujah, une place forte du groupe État islamique. Plus tôt cette semaine, l'Irak a rejeté l'offre du secrétaire américain de la Défense, Ashton Carter, qui proposait d'envoyer des troupes au sol et des hélicoptères Apache dans le pays. L'Irak a expliqué qu'un tel déploiement menacerait la sécurité nationale et empiéterait sur sa souveraineté. Le pays a insisté sur le fait que les forces militaires étrangères doivent obtenir l'aval du gouvernement irakien avant d'entrer sur son territoire. Les donateurs internationaux exhortent les parties en conflit au Soudan du Sud à mettre en place l'accord de paix d'août 2015 ou à affronter les défis de la reconstruction d'une économie broyée par la guerre, et ce sans aucune aide. Le conflit au Soudan du Sud est entré dans sa 3e année après l'échec d'un accord de paix négocié régionalement. En observant la ville de Leer, dans l'état d'Unity, la zone la plus touchée au Soudan du Sud. La ville était aux mains des rebelles jusqu'en juillet 2015, un mois avant que le gouvernement et les rebelles ne signent un accord de paix. La survie ici dépend de l'aide et de l'assistance des organisations humanitaires. 2 années de conflit ont contraint nombre d'habitants à quitter leurs habitations et leurs fermes, et la famine a pris le dessus. Cependant, les puissances régionales et internationales envisagent désormais de suspendre l'aide dans le cadre d'ultimes efforts visant à forcer les dirigeants du pays à mettre en œuvre l'accord de paix. Pour World Vision, nous avons été capables d'accéder de nouveau à des zones où nous avions dû interrompre nos actions en raison du conflit. Et nous voyons sur le terrain un niveau élevé d'insécurité alimentaire. Et actuellement, au Soudan du Sud, plus de 2 millions de personnes ont dû quitter leur logement.
et beaucoup ont peur d'y retourner en raison de cette insécurité. Et si cette situation se poursuit, alors tout cela ne fera qu'empirer. 4 mois après que les pourparlers de paix ont abouti à un accord de paix, le cessez-le-feu permanent ne tient pas. Le gouvernement du Soudan du Sud indique cependant qu'un blocus de l'assistance ne fera qu'empirer la situation au sol sans amener la paix. La meilleure chose pour les donateurs est que s'ils souhaitent voir la paix au Soudan du Sud, ils devraient vraiment comprendre qui fait quoi. Si le gouvernement montre une volonté politique, il devrait aussi regarder de l'autre côté cette autre partie qui ne montre aucune volonté politique. Et pour les milliers de personnes déplacées, il n'y a aucune différence entre le moment où la guerre a débuté et celui où l'accord a été signé. Jusqu'à maintenant, si vous dormez la nuit, les gens viennent chez vous, ouvrent la porte et vous tuent. La communauté internationale a accru la pression sur les parties belligérantes au Soudan du Sud, dont l'adoption de sanctions contre des individus en vue de mettre fin au conflit. Ce dernier effort de sanctions vise à apporter une paix durable dans le pays, mais dans le même temps, les Sud-Soudanais ne souhaitent qu'un avenir meilleur et radieux. Aujourd'hui à Beijing se tient le second jour de la conférence de travail centrale sur l'économie de Chine. Ce colloque réunit les dirigeants du pays afin d'établir un programme économique national. Ce rendez-vous annuel à huis clos permet de passer en revue les progrès économiques réalisés en 2015 et de définir un plan d'action pour 2016. L'une des tâches majeures du groupe sera de fixer un objectif national pour la croissance du produit intérieur brut au cours de l'année à venir. Les experts expliquent que la stabilité de la croissance économique reste prioritaire pour l'année prochaine, qui sera la première année du 13e plan quinquennal. Cela pourrait être synonyme de pression économique à la baisse. Un objectif de croissance du PIB situé entre 6,6 et 6,8% est également attendu. La politique monétaire, une réforme financière ainsi qu'une réforme du régime des entreprises étatiques figurent également parmi les thèmes qui seront abordés. Le gouvernement chinois redouble d'efforts afin d'enrayer l'expansion du parc immobilier qui reste excédentaire, surtout dans les villes de 3e et de 4e rang. Les agriculteurs et les travailleurs migrants en sont les premiers bénéficiaires. Tandis que les ventes immobilières dans les villes de 1er et de 2e rang se rétablissent, les villes de 3e et de 4e rang sont toujours en difficulté. Les villes de petite taille disposent d'un parc immobilier important du fait d'une construction excédentaire par rapport à la demande. Le stock de logements de ces petites villes est très important car il concentre 70% de l'investissement immobilier du pays. La fièvre foncière qui s'est emparée des villes de 3e et de 4e rang entre 2009 et 2010 a créé assez d'offres pour les 6 ou 7 prochaines années. Dans plusieurs villes de petite taille, les gouvernements ont annoncé qu'ils ne libéreraient plus de terrain et bien sûr, cela va jouer en faveur d'un rétablissement de la situation. Au cours des 10 dernières années, l'urbanisation rapide du pays a intensifié l'investissement dans l'immobilier au niveau national. Le développement foncier qui en a résulté s'est traduit par une hausse du PIB. Les promoteurs immobiliers sont arrivés en masse dans les villes émergentes et ont construit des millions de maisons en quelques années seulement. Et tout cela sans penser au marché dans son ensemble. La ville d'Ordos, en Mongolie intérieure, est entourée de prairies et constitue un parfait exemple de ce que l'on appelle à présent les villes fantômes. Le sous-développement industriel et le manque de population y ont laissé un grand nombre de constructions inhabitées et invendues. Hormis le manque d'activité industrielle, la demande fluctue au gré de nombreux facteurs. La demande insuffisante dans les villes de petite taille résulte également de revenus fiscaux déséquilibrés, du manque de services médicaux et éducatifs, ainsi que de services publics en général. Le déstockage est une piste à suivre, mais d'un autre côté, cela doit s'inscrire dans un processus d'amélioration des services éducatifs, sociaux et médicaux. Située au nord de la Chine, la province du Shanxi vient de faciliter les procédures d'acquisition d'une habitation. Ce faisant, elle devient la 4e province à revoir sa législation en la matière. Cette année, le gouvernement a d'ores et déjà adopté des mesures visant à encourager les citoyens à acheter des biens immobiliers dans les villes de 3e et de 4e rang. Parmi ces mesures, on retrouve l'abaissement du taux de paiement de 60 à 30% pour les acquéreurs d'une seconde résidence ou encore la mise en place de subventions foncières à destination des fermiers.
Le but est d'encourager les travailleurs en zone rurale et les fermiers à venir s'installer en ville. Toutefois, l'adoption de ces mesures favorables ne semble pas encore avoir été suivie d'effet. Les villes plus petites ont toujours besoin de 3 fois plus de temps pour faire diminuer leur stock que les grandes villes. Yuan Yuejin, directeur de recherche à l'Institut R&D, explique qu'il revient au gouvernement de créer des conditions attractives pour les populations dans ces villes de moindre envergure. La clé est d'introduire plus d'industrie. Le gouvernement devrait développer de nouveaux foyers de croissance dans les villes de petite et de moyenne taille. Il faut combiner cela à une production agricole, des politiques sociales et des infrastructures de transport. De cette façon, des parcs industriels et des quartiers commerçants pourraient être créés, ce qui attirerait plus de monde. Le marché immobilier s'en porterait mieux. Yann recommande également aux municipalités d'établir des plans d'aménagement urbain, ce qui implique notamment de limiter les terrains attribués aux constructions résidentielles et de récupérer les constructions inutilisées afin de les réemployer. Toutefois, personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude qu'il existe une solution à court terme au problème du large stock de logements inhabités en Chine. À Beijing, la forte pollution fait le bonheur des constructeurs chinois de voitures électriques. Depuis longtemps, la capitale chinoise applique des restrictions aux véhicules autorisés à circuler sur les routes. Au cours d'un récent pic de pollution, la ville avait également imposé la circulation alternée, un jour sur deux, aux véhicules à essence. Cependant, les véhicules électriques sont libres de circuler tous les jours, une mesure qui suscite un intérêt grandissant. Propre, silencieux et capable d'atteindre rapidement la vitesse nécessaire, voilà quelques-uns des avantages des véhicules électriques. Mais dans la capitale chinoise envahie par le smog, le meilleur argument de vente reste la liberté. Pour un montant inférieur à 120 000 yuan, soit 20 000 $, Chen Lao a acheté sa voiture électrique le mois dernier. Les 90 000 yuan supplémentaires permettant de finaliser l'achat ont été subventionnés par le gouvernement. Il n'y a pas de restriction, vraiment pas. Tous les jours, je dois prendre mes enfants à l'école, c'est donc très important. Je n'ai pas à me soucier de savoir quels sont les numéros de plaques d'immatriculation qui sont autorisés sur la route. À Beijing, les ventes de ce type de véhicules connaissent une croissance impressionnante. Cette concession, propriété de Beijing Electric Vehicle Corporation, a ouvert il y a 2 mois seulement. Lors de la seule journée d'ouverture, 154 modèles ont été vendus. L'intérêt pour ce moyen de transport ne montre aucun signe d'essoufflement. Dans notre concession, en comparaison avec le mois précédent, les demandes d'information ont augmenté de 300% ce mois-ci. Il y a encore 6 mois, nul n'aurait pu prévoir un tel enthousiasme. À ce jour et en moins de 2 mois, depuis que nous avons ouvert, nous avons enregistré 660 commandes. En plus des achats individuels, le gouvernement tente de promouvoir l'utilisation de voitures électriques en subventionnant les stations de recharge. De telles incitations sont nécessaires. Cependant, les constructeurs de véhicules électriques ont encore du travail avant de convaincre les conducteurs les plus sceptiques. Je penche plutôt pour une voiture essence, c'est plus facile pour faire le plein. Je n'aurai pas à me soucier de son autonomie. Pour moi, le premier problème des voitures électriques, c'est leur autonomie. Un argument qui ne semble pas préoccuper Chen Lao. Je pense qu'avec l'amélioration technique, une autonomie plus grande ne tardera pas. Les choses ne peuvent que se perfectionner. Chen Lao déclare aimer sa voiture. Il espère qu'ils seront plus nombreux à partager son opinion. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.